Et en fait, elle a prononcé le mot de toc. Et là, je suis rentré le soir et j'ai cherché toc. Et je dis, mais c'est pas vrai, c'est ce que je vis depuis des années, quoi. Et là, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Je dis, waouh, là, je sais ce que c'est. Maintenant que je sais ce que c'est, j'ai pris 5 ans à trouver ce que c'est. Maintenant que je sais ce que c'est parti, quoi. Je vais m'en libérer, en fait. Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous allez découvrir Thomas que j'ai invité pour 3 raisons. Tout d'abord, il a parcouru un long chemin avec les TOC, un chemin qui a été fait d'incompréhension, de doute, mais aussi de beaucoup de rechutes. Et après 10 ans de souffrance, il est libéré des TOC. Et il a accepté de témoigner ici. Son histoire est profondément inspirante et j'espère qu'elle va parler à énormément d'entre vous. La deuxième raison qui explique sa présence avec moi aujourd'hui, c'est que Thomas m'a rejoint cette année comme collaborateur. Non seulement il s'est libéré des TOC, mais aujourd'hui il est sophrologue professionnel et aide les personnes qui vivent ce qu'il a vécu. Je l'ai formé à ma méthode, à ma façon de vous accompagner et aujourd'hui j'ai pleinement confiance dans sa capacité à vous aider dans les séances individuelles. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode vers son agenda. Et puis, il y a une troisième raison plus personnelle qui explique que Thomas est là avec nous. Thomas, je le connais depuis quelque temps et je l'ai vu évoluer, je l'ai vu progresser. Il s'est véritablement transformé au fil du temps. Et le fait qu'il soit là avec nous aujourd'hui, avec moi, c'est presque symbolique en fait. Ça raconte un chemin, ça raconte une traversée, et ça dit quelque chose de très simple, mais en même temps très fort, je trouve. C'est que ce que vous vivez, ce que vivent les personnes qui souffrent de TOC, peut réellement évoluer. Ça peut se transformer. Et ça peut tellement se transformer que ça peut mener à autre chose, ça peut mener à une autre vie. Je vous laisse découvrir notre échange, découvrir l'histoire de Thomas. Bonjour Thomas, Bonjour Antoine. bienvenue sur ce podcast. Alors, ce matin, on échangeait par SMS. Et tu me disais que c'était chouette de faire cet épisode ensemble. Et puis je t'ai répondu quelque chose. Je t'ai répondu que c'est même beaucoup plus que chouette. Alors beaucoup plus que chouette parce que en réalité, en fait, il y a un sacré parcours derrière. T'as vraiment beaucoup cheminé et ce chemin, il t'a amené jusqu'ici au point de pouvoir aujourd'hui accompagner d'autres personnes à ton tour. Alors justement, pour que tout le monde comprenne bien ce parcours, est-ce qu'on peut revenir au tout début? Comment en fait ça a commencé pour toi, les TOC? Oui, merci Antoine pour cette présentation. Moi, les TOC, ça a commencé à mes 18 ans. Je m'en rappelle très bien. Je savais pas que c'était un TOC à l'époque, mais c'en était un avec du recul. Et c'est la première fois que je suis allé voir une psychologue parce qu'en fait, j'étais en classe préparatoire et je dormais plus du tout de mes nuits. J'étais très fatigué, je faisais des insomnies alors que je dormais très bien avant. Si ça te dérange pas, tu pourrais être un peu plus précis sur justement ce moment. Ça a l'air d'être précis euh, ça a l'air d'être précis pour toi. Ça a commencé vraiment comme ça du jour au lendemain? Ouais, du jour au lendemain. Et en fait, c'est ce qui m'a sûrement le plus perturbé. C'est-à-dire que d'un coup, elle est très bien, un enfant, un adolescent épanoui, qui dormait bien, qui avait pas de problème, à quelque chose qui arrive sur lui, comme si à la foudre qui l'abat, quoi, en fait. Je dormais plus de mes nuits, j'étais très anxieux, ça n'allait plus. Je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, en fait, pourquoi je dormais plus. Elle m'a dit que c'était du stress. J'avais l'impression de pas être trop stressé, alors que, avec du recul, je l'étais, puisque j'étais en classe préparatoire et je travaillais beaucoup. Et en fait, je suis allé voir une psychologue sans le dire à personne, parce que c'était il y a 10 ans, je n'osais pas en parler, j'avais honte en fait d'aller voir une psychologue à l'époque. Heureusement que ça a changé. Et, euh, et en fait, je lui ai exprimé que j'avais peur d'être fou. Voilà.
Je me rappelle, j'ai fondu en larmes en fait dans son cabinet. J'étais complètement dépassé, dans un mal-être profond et je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, avec du recul, ça sera que 6 ou 7 ans plus tard que je mettrai un mot dessus, mais je souffrais de phobie d'impulsion en fait. C'est-à-dire que j'avais des pensées vis-à-vis des membres de ma famille en fait, vraiment des pensées à l'époque que j'acceptais pas et du coup qui m'ont fait croire que j'étais fou, que j'étais un psychopathe. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé avec la phobie d'impulsion à 18 ans, 18, 19 ans. Ouais. Ok. Ici, comment t'en as parlé justement alors j'imagine que tu étais déjà à 18 ans, 19 ans, tu étais encore chez tes parents. Non, Ah, j'avais à mon appartement. Ouais, ah, t'étais, ok. ouais, c'était première année d'études supérieures. T'en avais parlé à tes parents de ce qui t'arrivait? Non, enfin, si un peu. C'est-à-dire que je leur disais que j'allais pas bien, ils le voyaient. De toute façon, je rentrais chez moi en larmes. J'étais profondément mal, en fait, dans un mal-être profond. J'en discutais très peu. J'avais le masque, la personne qui allait bien, qui. Mais en fait, dès que je retournais tout seul au mon appartement, j'étais extrêmement mal dans ma peau. Donc, j'en parlais pas, en fait. C'était compliqué. Mm. Et alors, je vais revenir sur ma question. Précisément, qu'est-ce qui se passait dans ta vie intérieure? Dans ma vie intérieure, c'était un ensemble de choses. C'était une grosse perturbation, en fait, du stress, de l'anxiété. Je commençais à avoir des grosses palpitations, des nuits où je dormais plus, beaucoup de fatigue, des insomnies extrêmes, du stress, de l'angoisse. Voilà. Et au niveau des pensées? Alors, il y avait différentes choses. Il y avait ma charge mentale liée à mon cursus en classe préparatoire, qui m'amenait à penser vraiment beaucoup à ce à quoi j'étudiais, ce sur quoi j'étudiais plutôt. Mhm. Et d'un autre côté, il y avait aussi ces pensées où j'avais peur d'être fou. Voilà. Où j'avais l'impression que je voulais faire du mal à ma mère, par exemple. Alors que c'est quelqu'un que j'aime profondément et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que quand je rentrais, j'allais par exemple prendre un couteau et vouloir lui faire du mal. Enfin voilà, c'était des choses très précises de cet ordre-là, quoi. Ouais, c'est pas évident à vivre avec ce genre de pensée, surtout quand on peut pas. Alors justement, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as commencé à avoir ces pensées, ces insomnies, ces phobies d'impulsion, et le moment où tu as commencé à consulter en fait? Bah, en fait, peut-être quelques mois, je pense. Je suis allé voir des psychologues dans un premier temps. Euh, Plusieurs psychologues ont trouvé une psychologue qui me correspondait bien. Mais personne ne prononçait le mot de TOC. Voilà, c'était du stress. Mais peut-être 2, 3 mois, je vais dire. En fait, j'étais tellement mal que je pouvais pas rester comme ça. Ah oui, si, aussi, je suis allé voir mon médecin généraliste qui m'a mis sous anxiolytiques, sous antidépresseurs. Euh, voilà, je sais plus exactement si je suis d'abord allé voir un psychologue ou le médecin généraliste, mais en tout cas, je l'ai dit à personne que j'allais voir une psychologue et le médecin généraliste en avait parlé à ma famille. Parce qu'en fait, je voulais pas prendre à l'époque les médicaments. Mais j'étais tellement mal que j'ai dû les prendre en fait. Et il y a eu un déclic qui a fait que justement tu as poussé la porte de ce premier psy, parce que c'est vrai que c'est pas évident de euh, justement de raconter ce qui se passe dans sa tête quand on a peur d'être fou. Peut-être que derrière ça, il y avait la peur d'être enfermé, euh, peut-être même bien d'autres choses dans ta tête. Qu'est-ce qui fait que justement, alors tu es passé par la case médecin, la case médicament, qu'est-ce qui fait que tu es passé ensuite à la case psy derrière ça? En fait, je sais pas comment dire, mais j'avais l'intuition, le sentiment que les médicaments seraient pas ma solution sur le long terme en fait. C'est-à-dire que j'en avais besoin, comme le médecin me le disait en fait, c'était une béquille tellement j'allais mal. Et par contre, au fond de moi, j'avais besoin de comprendre un peu plus en profondeur ce qui s'était passé en fait. Pourquoi d'un coup j'allais bien et d'un coup j'allais très mal en fait. D'un coup, ça a dérapé. C'est ça, c'était ça ma volonté en fait d'aller voir une psychologue, c'est de comprendre en fait. Ok. Non, je te parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver seules face à leur phobie d'impulsion et qui vont mettre des semaines, des mois, des années avant de consulter un psy. Finalement, toi, bah, tu as mis des années à savoir ce que tu avais, mais tu as été assez rapide dans la démarche d'aller consulter. Oui,
Mais encore une fois, je comprends profondément toutes ces personnes parce que toutes les pensées qu'amène la phobie d'impulsion peuvent vraiment retarder l'envie de consulter un professionnel en fait, parce que c'est tellement difficile d'en parler. C'est tellement difficile de s'exprimer là-dessus en fait. Du coup, toi, t'as fait comment, si tu t'en souviens, pour réussir à en parler à cette psy? Euh, Est-ce que au départ, tu étais vague? Est-ce que tu as tourné un petit peu autour du pot? Ou est-ce que tout de suite, tu as tout déballé tellement tu souffrais, en fait? Alors ça fait quand même plus de 10 ans, donc je peux pas dire exactement comment ça s'est passé, mais je m'en souviens quand même très bien. Enfin, j'ai des bribes des passages dont je me souviens très Mm. bien. Et je me rappelle vraiment, mais c'était plutôt en fin de séance, hein. Enfin, vraiment lui demander, mais en fait, je lui expliquais ce qui se passait. Je lui demandais si en fait j'étais pas fou, quoi. J'attendais son approbation pour qu'elle me dise, mais pour moi, j'allais être interné, en fait. Enfin, je veux dire, euh, c'est-à-dire que je pensais même plus pouvoir rester en liberté dans la vie de tous les jours, quoi. Il fallait que je sois en hôpital psychiatrique et que j'en sorte plus, quoi. Tellement ce qui se passait dans ma tête était un film d'horreur, quoi. Donc en fait, j'attendais son approbation et qu'elle me rassure. Et du coup, ces mots ont été de dire que, bah, finalement, c'est pas ça, être fou, c'est pas ça, être psychopathe. Et du coup, ça m'a fait du bien. Voilà, Ouais, qu'elle me dise ça. bah, carrément, ça permet de recentrer les choses et puis d'être rassuré. Et ce qui est Mm. énorme, en fait, quand on est dans une phase de crise comme ça. Ensuite, tu as eu un parcours thérapeutique avec d'autres psys. Pourquoi d'autres psys? En fait, ce qui se passait, c'est que ça allait mieux pendant 7 8 ans. Peut-être, non, plutôt 6 7 ans. Il y a eu vraiment des phases de haut, des phases de bas, en fait. Mais c'était une période très longue, du coup, de 7 ans, où je peux pas dire que j'allais bien. C'est-à-dire qu'il y avait un mal-être persistant et permanent, malgré des périodes de mieux et de bien. Mais très vite, en fait, c'était pas des périodes qui étaient stables dans le temps. Donc, j'ai oublié ta question. J'ai oublié aussi, tu es en train de m'emmener dans ce que... Tu es en train de m'emmener vers la prochaine question. Non, non, la question, c'est pourquoi tu es passé Ah oui. d'un psy à l'autre, en fait. Là, tu me parles en fait, Hmm, de périodes où ça allait plus ou moins et de périodes où tu retombais dans certaines crises, ce qui est assez classique, en fin de compte, avec les TOC. hmm, Et peut-être parce que tu avais l'impression de ne pas avoir trouvé la solution. exactement. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que j'avais pas ce sentiment de comprendre. Je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Les thérapeutes que j'avais vus m'ont pas mis de mots, ne m'ont pas permis de comprendre ce qui se passait en profondeur, en fait. Et du coup, j'avais l'impression de stagner, donc j'ai quand même toujours cherché à continuer en me disant que j'allais bien pouvoir trouver un jour une personne qui m'expliquerait qu'est-ce qui se passe en moi, malgré la solitude que je ressentais, en fait. Ça, c'est quand même une sacrée force. Le fait de, voilà, je suis persuadé, et c'est vrai qu'avant de préparer l'interview, un peu, bon, on a préparé un peu les questions, on a préparé un peu ce qu'on allait échanger ensemble. Et en relisant tout ça aujourd'hui, avant l'interview, il y avait ça, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un qui allait pouvoir m'aider. J'étais persuadé qu'il allait avoir une solution. Voilà, tu croyais vraiment, pour toi, la lumière au bout du tunnel, c'était pas qu'une phrase, c'était Mm. vraiment une intuition, même, tu étais persuadé de ça en réalité. Et c'est ça qui a Ouais. fait que, d'une certaine manière, en tout cas dans ce que tu m'as raconté, hein. Mais ça, c'est une Mm. sacrée belle carte qui t'a permis d'avancer sur ton chemin de guérison. Et donc voilà, tu as rencontré tout un tas de thérapeutes qui, euh, qui t'ont aidé. Oui, qui m'ont aidé à leur manière, en fait. Je peux pas dire aujourd'hui que, enfin, il y a des thérapeutes qui m'ont pas aidé, ça je peux le dire quand même, si. Mais il y a des thérapeutes qui m'ont aidé, qui m'ont pas permis de me libérer du top, mais qui m'ont en fait comme un peu un puzzle avec une pièce, quoi. Chacun a apporté sa pièce à l'édifice et à terme, c'est le puzzle qui a été constitué qui m'a permis de m'en libérer. Donc oui, bien Comment, sûr, les thérapeutes ont, ouais. comment on fait pour savoir, d'après toi, si un thérapeute, il aide ou il aide pas?
euh, par rapport au TOC? C'est pas quelque chose. Alors, je te pose une question, hein. Alors, il y a des questions qu'on a préparées, mais il y a aussi des questions qu'on n'a pas préparées. Et celle-ci, ça en fait partie. Euh, bon, après, voilà, selon toi, Mm. bah, par rapport à ta propre expérience, comment tu arrives à voir que. Alors, déjà, est-ce que tu arrives assez vite à voir qu'un thérapeute va pas être le bon? Et c'est quoi les indicateurs pour toi par rapport à ton parcours personnel? En effet, on l'a pas préparé, mais je pense que c'est important de s'y attarder cette question parce que c'est quelque chose d'essentiel, je trouve, notamment dans la prise en charge du TOC, de trouver des thérapeutes qui sont compétents. Et comment trouver un thérapeute qui est compétent? Moi, je ne sais pas comment dire, mais j'ai plutôt fonctionné à l'intuition. En fait, c'est quelque chose que... Et les thérapeutes, en fait, c'est triste à dire, mais j'ai fait une séance avec eux et je savais que j'y retournerais pas. J'ai entendu des phrases comme bah, maintenant ouvrez la fenêtre et buvez de l'eau, alors que j'étais en souffrance profonde. Bah, je suis sorti de cette séance et je sais que je savais que j'y retournerais pas. Attends, attends, c'est quoi cette histoire? Non, Ouvrez la c'était un fenêtre et. psychanalyste. Ouais, donc mais alors j'ai rien contre la psychanalyse, mais là en l'occurrence la personne était un psychanalyste qui m'a fait parler, qui m'avait fait écouter un audio avec de la musique, et à la fin il m'a dit bah voilà maintenant ouvrez la fenêtre et buvez de l'eau et vous verrez ça ira mieux. Ok, Bon ça n'allait pas du tout mieux, hein. ouais, ok. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon parcours et ça a été extrêmement difficile parce que j'allais mal, j'allais voir des personnes qui étaient censées pouvoir m'aider et je ressortais encore plus mal. Et là, pour s'accrocher, pour retrouver la force et l'énergie de trouver un thérapeute ou une thérapeute qui allait m'aider, c'était vraiment difficile. C'est vrai que ça, c'est une grosse difficulté de tomber, de trouver. Euh, bah, en fait, il y a déjà plein de thérapies. Et puis ensuite, dans une thérapie, il y a plein de thérapeutes. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Et en plus de ça, euh, pour pouvoir construire un lien thérapeutique, il faut qu'il y ait un lien qui puisse se créer, hein. Même un thérapeute qui pratique la bonne thérapie, on va dire, il faut que ça puisse coller d'une certaine manière. Et, Mm. euh, et donc voilà. Et c'est marrant parce que là, tu vois, ce que tu t'as raconté, Thomas, alors tu as quand même parlé un tout petit peu de résultats, mais dans ce qui transparaît dans ta réponse, c'est que c'est pas, ça se fait dès la première séance. Donc c'est pas vraiment les résultats qui vont compter selon toi. C'est plus une approche, euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand il t'a dit, bah voilà, ouvrez la fenêtre et prenez de l'eau. C'est ça que je me suis dit, ok, là, il faut rien pour moi. En fait, même si j'allais très mal, j'ai eu ce capteur interne de me dire, ok, là, je suis pas au bon endroit. Je sais pas, j'ai quelque chose que j'ai ressenti dans ma chair, en fait. Je savais que j'étais pas au bon endroit pour avancer. Et puis, en effet, tu vois, dans une approche thérapeutique, vraiment, au début, je suis pas centré sur le résultat, je suis plutôt centré sur quel est le lien Hmm. que je vais créer avec la personne, tu vois. Et après, bien sûr, le résultat est quelque chose que j'attends dans un second temps, parce que j'ai besoin de me sentir dans un espace de sécurité, de confiance, Hmm. et après, de aussi voir, en fait, si la personne, elle a réellement les compétences pour m'aider. Tu vois, il Hmm. suffit pas d'être dans une bonne alliance, finalement, il suffit aussi enfin, pour moi, c'est aussi important que la personne ait réellement des compétences pour que j'avance avec ma problématique, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait, si l'alliance n'est pas là, bah en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas raconter la totalité de son problème. Alors, il n'y a Mm. pas forcément besoin de tout raconter, mais là, voilà, quand j'accompagne des personnes qui me racontent un peu ce qui s'est passé avec certains thérapeutes précédents, euh, bah en fait, volontairement, et c'est normal, hein, il y a la honte qui est là. Et Mm. quand il y a l'onde qui est là, bah, on va commencer à cacher et on finit par raconter son problème. On ne dit pas qu'on a des tocs, on ne dit pas qu'on souffre de phobie d'impulsion. On dit, bah, en fait, je suis un peu stressé en ce moment. Et donc, on se retrouve à Mais faire des techniques de relaxation bah, qui vont pas avoir, on va dire, une efficacité, une efficacité énorme sur le TOC. c'est clair. C'est clair. Et tu vois, pour rebondir là-dessus, je pense encore à une autre séance que j'ai faite avec une thérapeute et je souffrais du TOC du couple et du TOC de enfin, de l'homosexualité, en l'occurrence. Et en fait, j'étais dans une relation avec ma compagne actuelle, dans une relation amoureuse, et je savais très bien, au fond de moi, enfin, je m'étais questionné sur ma sexualité. Le TOC de l'homosexualité m'a permis de m'y confronter réellement, et je savais très bien que le problème n'était pas là, que finalement, je savais vers quelle sexualité je souhaitais me tourner. Et la thérapeute en question m'a dit,
il fallait arrêter de se voiler la face, en fait. Et qu'en fait, oui, en gros, ce qu'elle me disait, c'est que bah là, que j'acceptais simplement pas que j'étais plutôt attiré par les hommes que par les femmes. Et encore Hmm. une fois, il y a pas de problème, ça aurait pu être le cas, mais en l'occurrence, c'est pas la sexualité sur laquelle je suis tourné. Donc, tu vois, il y a eu une prise de position d'une thérapeute qui m'a encore fait, qui m'a fait du mal à l'époque, parce Ah ouais, qu'elle était incompétente, tu vois. t'es- bah, elle savait pas, en fait. Elle savait pas tout simplement ce Incompétente que dans la c'était un prise en peu charge de ce bénéficiant. TOC, tu Ouais, vois. ouais, C'est ouais, ouais. ça. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une vraie responsabilité aussi de la part du thérapeute de pouvoir prendre en charge ou non des TOC. Et les dégâts peuvent être considérables, en fait, pour une Ouais. personne qui est déjà en souffrance. J'ose pas imaginer comment t'étais à la sortie de cette séance. Bah, c'est encore plus mal qu'au début. Ouais, ouais. Donc, Là, tu as parlé de plusieurs TOC. Toi, t'en as eu combien des TOC en termes de type de TOC? Tu as parlé de TOC de couple, tu as parlé de phobie d'impulsion, tu as parlé du TOC homo. Il y a eu d'autres choses. Alors, tu as parlé aussi. Est-ce que tu as même eu d'autres peurs, en fait? je pense qu'en tout, tu vois, quand j'ai préparé un peu le podcast, je pense que j'en ai eu 7 ou 8 majeurs, en fait. Ok. Donc, il y a eu la peur d'être fou, il y a eu la contamination, voilà, qui a été extrêmement présente, un peu en sous-jacent, mais toujours présente. Mhm. Il y a eu la peur d'écraser du monde en voiture. Donc, pour moi, c'est aussi quand même relié à la phobie d'impulsion, puis c'est peur du faire du Complètement. mal aux autres. Mhm. Voilà. Par exemple, le gaz, tu vois, j'avais toujours peur. Je devais toujours vérifier systématiquement, plusieurs fois avant de me coucher, que c'était bien éteint. Après, le talk du couple, voilà, qui a été extrêmement présent, qui en fait, j'étais dans une relation amoureuse il y a quelques années. En fait, j'en m'en étais pas rendu compte, mais c'est le talk du couple qui a mené à la fin de cette relation amoureuse. Mais c'est que quelques années plus tard que je le comprendrai. Il y a le talk de l'homosexualité, il y a eu aussi le talk de m'étouffer en mangeant. Voilà, j'ai l'impression. Dès que je Ouais, mangeais, j'avais l'impression que j'allais mourir. ça, je Voilà. l'ai eu aussi. Moi, ça a plutôt Voilà, bien commencé comme ça. ok. Et après, enfin, tous les symptômes qui sont associés, quoi. Donc, Et j'avais une question par rapport à ça. Alors, c'est vrai que euh, alors, tu les as eu tous en même temps ou bien ça allait l'un après l'autre? Ou est-ce qu'il y en avait plusieurs qui étaient au premier plan? Comment ça fonctionnait chez toi? non, en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'il y en avait toujours un ou deux très prédominants, tu Ok, vois. Donc, par exemple, la phobie d'impulsion ou le TOC du couple associé au TOC d'homosexualité. Et qu'il y en avait toujours en sous-jacent. La ok, voiture, le gaz, voilà, tu vois. ok. Alors, j'avais une question parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec tout un tas de tocs comme ça, on peut se sentir submergé et avoir l'impression que bah ce sera jamais fini. Que quand il y en a un en fait qu'on règle, il y en a un autre qui va apparaître. Euh, Toi, est-ce que donc aujourd'hui tu es libéré des tocs, est-ce que tu as travaillé sur chacun de tes tocs pour te libérer de la totalité de tes tocs? Elle est un peu bizarre la question, mais est-ce que... Non, non, je la comprends très bien, elle est Ouais. très pertinente, je trouve. Non, la réponse est non. En fait, j'adore l'exemple que tu donnes dans ton podcast sur les rechutes, qui Hmm. m'a énormément aidé quand j'en ai fait. Et en fait, tu expliques bien que finalement, la rechute, c'est quand la plupart de l'herbe, des mauvaises herbes ont été débroussaillées, s'il reste, tu vois, un peu d'espace, il y a une mauvaise herbe qui va pousser. Et après, bah, mais comme tout travail de débroussaillage a déjà été fait avant, bah, elle peut très vite partir, cette mauvaise herbe. Et en fait, c'est la réponse que je vais te donner, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait un travail de fond qui avait été fait sur les plus gros tocs, tu Hmm. vois, et même sur d'autres choses qu'on a travaillé ensemble, finalement, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, tu vois. Moi, j'ai eu cette intuition-là, en fait. C'est-à-dire que Hmm. tout ce qui est un peu sous-jacent, en fait, bah, n'est plus alimenté, tu vois. C'est vrai qu'une fois qu'on change, moi ce que j'appelle, quand on change le terrain, à un moment donné, bah, les mauvaises herbes, elles ont de plus en plus de mal à repousser. Et puis aussi, en fait, de façon plus claire, on va dire, sans utiliser de métaphore, il y a ce qu'on appelle un effet de généralisation. C'est-à-dire que lorsqu'on a travaillé sur un, deux, trois tocs, bah forcément, il y a d'autres tocs qui vont être travaillés. Quand on travaille sur un toc, en fait, c'est travailler sur les autres aussi en même temps. Mm. Et ça peut Ouais. être intéressant aussi quand on ne sait pas par où commencer. Bah, commencer par un premier toc qui vous semble accessible et qui vous fait pas trop peur, ça permettra de commencer à travailler indirectement sur les autres tocs.
Ok, on commence tout doucement à arriver vers à parler de guérison ici, à parler de crise. Toi, à partir de quand tu as commencé à sentir que tu tenais le bon bout? Ouais, je m'en rappelle très bien. C'était une psychologue à qui enfin, qui m'a beaucoup aidé sur Lyon. Euh, et en fait, elle a prononcé le mot de TOC. Mm. Et c'était il y a 5 6 ans peut-être. J'étais en début de doctorat. Et en fait, et là, je suis rentré le soir et j'ai cherché TOC. Et je dis, mais c'est pas vrai, c'est ce que je vis depuis des années, quoi. Et là, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Je dis, waouh, là, je sais ce que c'est. Et maintenant que je sais ce que c'est, j'ai pris 5 ans à trouver ce que c'est. Maintenant que je sais ce que c'est parti, quoi. Je vais m'en libérer, en fait. Et ça a débloqué une énergie. Alors, même si la souffrance était toujours là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, tu vois. J'ai eu l'impression d'avancer, en fait. Bah, une fois qu'on connaît un petit peu la cible, on va dire d'une certaine manière, ça va permettre de mettre en place des stratégies qui sont adaptées Tout à fait. et puis se retrouver à errer un petit peu comme ce que tu as décrit très bien. Et la suite? Et la Parce que suite, bah, c'est le coup de toi. savoir, c'est bien, mais bon, après, on sait comment ça se passe. Je sais que j'ai un TOC, je suis rassuré, c'est bon. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, mince, ça tombe, c'était pas un TOC, c'est peut-être autre chose. Peut-être que j'ai vraiment un problème de couple, ou peut-être que j'ai vraiment pas. Oui, Voilà, je devrais peut-être plus m'affirmer et finalement accepter mon homosexualité. Du, oui. du coup, du coup, il y a tout ça qui revient à un moment donné. C'est quoi la suite? Après avoir découvert que effectivement tout ce que tu vivais depuis des années, c'était des tocs. À la suite, ça a été des podcasts qui m'ont été d'un soutien, mais je peux même pas décrire, en fait. Ça a été un pilier dans ma guérison. Vraiment. Parce que j'ai compris que j'étais pas seul, quoi. Et ça m'a fait un bien, mais un bien fou. J'étais pas libéré, j'étais pas guéri, hein, parce que j'avais pas entamé un processus thérapeutique qui était spécifique du TOC. Mais par contre, j'avais, j'avais tes podcasts, j'avais les gens qui témoignaient, et là, je me suis dit, waouh, mais si ces personnes-là sont sorties, je peux aussi y arriver. Et là, c'était parti, quoi. Donc après, je t'ai contacté. Alors, Je t'ai contacté. Voilà. ouais, ouais, c'est chouette de me dire ça. J'allais dire c'est chouette. Bah non, c'est plus que chouette. Je suis en train de me refaire avoir comme toi tu t'es fait avoir tout à l'heure. Bon, non, non, franchement, c'est vrai que là, je suis un peu transporté par l'émotion parce que bah, on me le dit rarement comme. Alors, si on me le dit quand même en séance, que les podcasts ont été un déclencheur pour beaucoup de monde et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de reprendre les podcasts. Euh, alors, les podcasts aident, ça c'est, en tout cas, je l'espère, beaucoup de personnes. Et c'est vrai que euh, pour toi, euh, du coup, ça a permis d'apporter de la clarté sur ce que tu avais, mais aussi enfin, ça a accéléré un peu cette carte que tu avais déjà en toi sur le côté, il y a forcément quelqu'un, il y a forcément des gens qui ont déjà réussi à s'en sortir, je vais faire comme eux. Ouais, tout à fait. Et en fait, du coup, bah, j'ai pris contact avec toi. Tu parles aussi d'outils comme le FT, comme, euh, comme le FT, comme l'hypnose, comme l'exposition. Et du coup, j'ai aussi cherché des thérapeutes qui, à côté de chez moi, pratiquaient le FT. J'ai rencontré Céline Douer. Et en fait, j'ai commencé un travail parallèle avec elle et avec toi. Et là, ça a été le début de ma guérison, je peux dire. Et donc ça, c'était peut-être il y a 4 ans. Et en fait, pour moi, le gros point bah, déjà, j'ai compris que c'était un TOC. Et surtout, avant, j'avais des méthodes qui étaient entièrement basées sur le psyché, donc en fait sur le mental. Et là, en fait, j'ai basculé vers des méthodes qui étaient plutôt psy-corporelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été révélateur de commencer à mettre de la conscience sur mon corps, sur les émotions qui étaient associées à ce Mhm. mal-être et à les libérer. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, alors ça a été, alors c'était très vrai avant, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais quand on a des tocs, surtout quand c'est quelque chose qui est vraiment fort mental en fait, style phobie d'impulsion, bien qu'il y a des phobies d'impulsion avec beaucoup de compulsions physiques, hein. Mais quand on est dans quelque chose vraiment avec des pensées intrusives qui reviennent, bah en fait, on va avoir tendance à penser que la solution est dans le mental. Alors il peut y avoir des solutions mentales, mais
la plupart du temps, on va dire une grande partie des solutions sont dans le corps, dans l'émotionnel. Et j'avais envie de dire, je ne connais pas personne qui a réussi à se libérer de TOC, qui n'est pas allé à un moment donné travailler avec son corps et avec ses émotions. Donc voilà. Et c'est vrai que souvent, dans le parcours de guérison, il y a vraiment un gap. Tu l'expliques bien, hein. Il y a un gap quand des gens qui ont travaillé pendant des années sur leur mental, sur leur histoire, à raconter des choses, et qui sont jamais allés, qui ont fait de la psychanalyse, qui va encore plus accentuer cette dimension de la psyché, comme tu dis si bien, avec des ruminations, avec de la rationalisation, et tout ça, ça va éloigner à un moment donné. Je dis pas que il faut vraiment s'en débarrasser, hein, mais à un moment donné, ça va éloigner du chemin de guérison. Il y a quand même besoin des deux. Et on n'est pas que pensée, on est aussi émotion. Et si on a autant peur, si on a autant peur d'une pensée intrusive, c'est parce qu'elle est chargée d'émotions en réalité. Et en étant Tout à fait. chargée d'émotions, elle est devenue hypnotique. Elle nous fait croire que c'est la réalité. Mm, tout à fait. Euh, Ici, par rapport à tout ce que par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à ton parcours, euh, c'est quoi les leçons que tu as, s'il y avait trois leçons, alors trois c'est peut-être beaucoup, mais si tu avais une ou deux leçons à nous, que tu apprises sur ton parcours, ce serait lesquelles? Ce qui t'a aidé, ce qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent. Alors moi, la première, c'est la persévérance, je crois. Euh, en fait, du moment où j'ai décidé qu'en fait, j'allais pas pouvoir vivre une vie de souffrance, en fait, et comme je l'ai partagé, en fait, je me suis dit que j'allais rencontrer une personne. Alors, ça peut paraître un peu bateau cette phrase, mais au moins une personne sur Terre qui allait m'aider, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a animé pendant ces années, c'est-à-dire que j'allais mal, mais que je voulais pas aller mal toute ma vie, quoi, tu vois. Et en Ouais. fait, du coup, cette persévérance m'a vraiment aidé à trouver des solutions, euh, malgré les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont pas aidé, tu vois, malgré la durée du parcours qui a été plutôt longue avec du recul. Cette persévérance, pour moi, elle a été vraiment nécessaire et persévérance aussi dans le processus thérapeutique parce que on n'en a pas encore parlé, mais il a été associé à beaucoup de rechutes. Et en fait, quand je pensais que j'allais bien, en fait, derrière, il y avait des rechutes qui revenaient. Donc, en fait, ça remettait tout le processus thérapeutique d'avant en cause. Alors qu'en fait, j'avais fait du chemin. En fait, il a fallu aussi de la persévérance pour aller débrousser les dernières mauvaises herbes qui étaient encore là, tu vois, et qui entretenaient le TOC. Donc, la première, ce serait peut-être la persévérance. Ouais. Ensuite, la deuxième, ça serait faire confiance à son intuition. Pardon, Ouais. Non, non, tu voulais non, dire? non, 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 tu me fais penser à une des personnes que j'accompagne en ce moment, qui a fait une énorme rechute. Alors, quand je dis une énorme, elle a fait une rechute. Elle était énorme parce que bah, elle pensait qu'elle était complètement tirée d'affaire, en fait. Elle vivait Et, des moments, là, juste avant les fêtes, elle vivait des moments où elle dit, c'est incroyable. Il y a des pensées encore de temps en temps, mais elles passent et elles repartent directement. Elle avait l'impression de rentrer dans une autre réalité. C'est une personne où ça fait des années qu'elle souffre de TOC. Pour le coup, c'est plutôt des TOC de couple et associés à des phobies d'impulsion. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que elle est d'autant plus déçue euh, que, euh, en fait, ça amène du désespoir en réalité. Quand tout à fait. on s'est rapproché autant, on a le sentiment, on a l'impression d'être guéri, d'être s'être rapproché autant tellement de la solution. Et qu'en fin de compte, au bout d'un moment, bah non, tout bascule et il y a vraiment des espoirs, peut-être même de la colère hein, par rapport à soi, par rapport au fait de ne pas y arriver. Mm. Toi, comment t'arrivais à switcher? C'est pas évident, hein, de switcher comme ça. Mais toi, est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils sur comment t'arriver à switcher de ce moment où bah, je suis foutu, je suis dans un down et alors quand je dis je suis foutu, je vais un petit peu loin, mais Non, non, bien sûr, j'entends. c'est dans le sens où bah, c'est foutu. Je veux dire, je vais pas réussir à m'en sortir avec ce truc-là. Ah, Je comprends. allez, je me remets un peu en selle. Euh, c'est qu'il y a une part de la solution que j'ai pas trouvée. C'est que j'ai pas encore désherbé suffisamment. Mm. Et en fait, je crois que c'est nécessaire de vraiment mettre de la conscience sur les moments où ça va moins bien pour, en fait, trouver l'énergie pour rebondir.
parce que moi, systématiquement, aller reprendre rendez-vous avec toi ou aller retravailler sur les talks ou sur d'autres thématiques, ça nécessite de dire, OK, là, ça va pas bien. Et en fait, les ça va pas bien, c'était des périodes, des fois, qui étaient longues, hein, même pour les rechutes, hein. C'est-à-dire que je pensais que j'en étais libéré. En fait, ça faisait quelques semaines que je dormais mal, que j'avais beaucoup moins d'énergie, que je me sentais beaucoup moins vif. Et en fait, c'était le TOC qui était là, mais je m'en rendais pas compte. Et en fait, c'était cette insatisfaction de la vie et de l'état dans lequel j'étais qui m'amenait à me dire, mais je veux plus ça, en fait. Tu vois, il y avait une forme d'énergie, de dire, je veux tout faire pour que ça n'existe plus, quoi, tu vois. Et du coup, même en parlant là, tu vois, je ressens cette énergie de mise en mouvement, d'action qui m'a permis ensuite de retravailler et d'aller, ouais, voilà, Mm. C'est marrant parce continuer que ce que j'avais entamé. ce que tu viens de raconter, en fait, c'est à peu près ce que j'ai raconté. Alors, on est allé un peu plus loin avec la personne que j'accompagne, mais ce que tu es en train de raconter, c'est de changer d'état, le niveau vibratoire ou l'énergie Tout à fait. dans lequel on Exactement. est, de passer à un où je suis complètement recroquevillé sur moi-même par rapport à ce qui vient de se passer, à limite, je sais pas si tu connais l'échelle émotionnelle vibratoire. Non, mais Il y a enfin, ça me parle, mais exactement. mais tu sais, au fin fond, on est complètement recroquevillé sur soi-même. Oui, On remonte, on a la culpabilité, la honte, la peur ok, aussi, tout ça. Et en oui. fait, c'est pas le même niveau. Ces émotions n'ont à peine pas Ah le bah même c'est clair. niveau vibratoire. Et un peu au-dessus, tu as la colère. Ok, ouais. Tu vois? Ouais. Et là, dans Hmm. ta façon de t'exprimer, en tout cas, on Oui. sentait un tout petit peu de colère, genre, non, non, c'est bon, Ah bah attends, ça va oui. pas continuer comme ça, c'est hors de question, et Exactement. bam, bam, bam. Et tu vois, c'est ce truc-là, c'est, non, c'est bon, ça suffit, qu'il faut aller chercher dans ces moments-là. Maintenant, c'est pas évident, et on n'est pas Non, forcément obligé d'aller les chercher tout seul, mais c'est ça qu'il faut viser. Et alors, parce que sortir d'une crise, bah, ça dépend. Il y a des crises où c'est un peu plus facile, on va dire, d'en oui, sortir, et d'autres, bah, il y a besoin d'une aide extérieure, que ce soit des professionnels de santé et ou même des médicaments, hein. Je veux dire clairement, des bien sûr. fois. Et, euh, Hmm. et par contre, c'est vrai que tu vois, par rapport à, tu dis très bien, je trouve qu'il y a toujours, un- je pense que le processus de guérison d'un TOC, il est spiralaire. C'est-à-dire qu'on va repasser par les mêmes phases plusieurs fois, mais on n'y Tout à repassera fait. pas de la même façon. Tout Et, à fait. et la crise n'est pas à notre départ. Là, la personne que j'accompagne, dont je parlais, euh, je lui expliquais, bah, une prochaine crise, tu vas en faire une prochaine. Hmm. Mais tu la vivras pas pareil, parce qu'en Tout à réalité, fait. tu seras plus dans l'illusion, quand tu iras bien, tu seras plus dans l'illusion de Exactement. c'est bon, ça ira. Et du coup, ça change tout, en fait, et tu seras Tout à plus fait. autant déboussolé, autant c'est foutu. Tu diras non, c'est juste une énième, il y a juste besoin de. Et tu vas remonter beaucoup plus vite. Exactement. Donc voilà. Et en fait, pour compléter tes propos, je suis tout à fait en phase avec ce que tu expliques. Et en fait, pour moi, ces crises, enfin ces rechutes-là, ces crises-là, on les appelle comme on veut, euh, c'est finalement des signaux pour dire bah, peut-être qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais c'est OK, tu vois, les accueillir aussi avec beaucoup de bienveillance et de douceur pour soi, même si c'est difficile, parce que bah elles sont finalement un signal qui manifeste et qui explique que bah il y a encore un peut-être que pour se libérer complètement, il y a encore un peu de chemin, un Mm, peu de mm, travail mm, et mm, mm, mm. ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, c'est les accueillir aussi avec beaucoup d'empathie, de douceur et de bienveillance avec soi, malgré toute la difficulté que ça comporte, hein. C'est, ouais, C'est un processus d'amélioration continue. Je sais plus exactement. comment les Japonais appellent ça. C'est le Kaizen? Non, Non, mais c'est ça? ça peut être très dur à vivre dans le moment, mais avec du recul, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est, Euh, ça font partie de la libération, en fait, et elles seront plus jamais les mêmes. Chaque crise apporte, app- permet de faire face, de développer de nouveaux outils et d'avancer, en fait. mm, mm, mm. Même si je comprends que enfin, tout le monde s'en passerait bien, hein, ça c'est sûr. D'où l'importance d'être persévérant. Même quand on a l'impression que tout part en vrille et Oui, on va dire qu'il n'y a plus d'espoir. tout à fait. Du coup, tu parlais de la persévérance par Oui, rapport à l'apprentissage, enfin de ce que, oui, oui, de en ce- effet. Oui, vas-y, je te laisse. non, non, de ce que Ouais. cette période d'étoque t'a appris. Il y a autre chose? Tu Bah, parlais juste pour d'intuition. terminer par rapport à la persévérance, oui, je parlais de Ah, l'intuition, mais c'est aussi de la persévérance en fait dans tout, et un peu même une forme de discipline en fait finalement de. Ok, j'ai des outils, j'ai eu rendez-vous avec mon thérapeute. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon quotidien pour le mettre en place?
Parce qu'en fait, c'est pas magique. Ça demande, pour moi, aussi du travail, en quelque sorte, si je peux l'appeler comme ça, au moins un temps que la personne va prendre pour elle, en fait. Et ça, c'est important de mentionner, je pense, parce que le thérapeute, il peut être le meilleur du monde, hein. Il y a nécessité à un moment, je pense, en tout cas, si tu me diras si c'est d'accord ou pas, euh, que la personne, en fait, se responsabilise et s'autonomise pour que finalement, à la fin, le thérapeute s'efface complètement et la personne gère tout seul, tu vois. Ici, se dire tout miser sur le thérapeute, c'est comment dire, bah voilà, surtout quand on a des pensées intrusives quasiment toute la journée, le fait de voir une personne une fois tous les 15 jours, euh, pour plein de cas, ça suffit pas. Je veux dire, le top, vous êtes avec lui tous les jours, Mm. quasiment, pour certaines personnes, voir une personne une fois, ça va pas suffire. Euh, Ça veut pas dire que le thérapeute n'est pas important. Ah Euh, non, bien sûr, il va permettre de donner l'énergie, il va permettre de recadrer les choses, de guider. Je veux dire, son rôle, il est fondamental. bien Mais c'est sûr. vrai que pour un problème comme les TOC, euh, il y a besoin vraiment qu'on arrive à s'autonomiser. Et je pense que ton objectif est le mien, hein, quand on accompagne des personnes, c'est vraiment d'aller Mm. vers ça, en fait, qu'on devienne de plus en plus inutile et Oui. qu'on soit là au cas où vraiment il y a besoin. Et parce qu'une fois qu'on est autonome, on a, enfin, clairement, moi je le vois, c'est un signal vraiment hyper positif pour la suite. Ah oui. Euh, Mm. et on me demande souvent, Antoine, il faut combien de temps? Combien de temps pour pouvoir être libéré des tocs, pour pouvoir retrouver une vie normale, tout ça? Bon, je vais pas revenir sur la vie normale, parce que c'est encore autre chose, une autre question. Sinon, je vais partir encore une fois dans tous les sens. Mais, euh, mais l'histoire du temps, en fait, je pense que l'un des facteurs majeurs qui va influencer le temps de guérison, ça va être cette compétence-là. Mm, complètement. Tu vois, c'est ce côté autonomisation. Bah ouais, bah, si tu fais des trucs. Alors, il faut pas trop Complètement. en faire non plus, parce qu'il y a des gens qui deviennent obsessionnels et qui disent Bien ouais, sûr, bah, j'ai mais fait bien en sûr, exposition, qui sont allés trop loin dans l'exposition, ou qui ont bien fait sûr. 3 heures ou 4 heures de méditation, c'est bon, ça va passer. Bah non, en fait, tu es en train de faire une nouvelle obsession de ta guérison, et donc ça va pas. Il y a besoin Oui, vraiment tu sais, de jauger. Mais vraiment, l'équilibre. ouais, si, 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 si. Et en vrai, les gens qui n'arrivent pas à s'autonomiser, parfois, ça raconte d'autres choses. Donc, si vous n'arrivez pas à vous autonomiser, flagellez-vous pas non plus. Non, C'est que des fois, ça raconte des choses, tout simplement parce que vous êtes fatigué. Je veux dire, quand on est en période de crise, bah, c'est compliqué de s'autonomiser. Il y a besoin de passer par d'autres étapes. Euh, Parfois, c'est parce que les exercices sont pas adaptés. Et puis après, il y a d'autres choses beaucoup plus complexes qui font que l'autonomisation n'est pas toujours évidente à mettre en place. tout à fait. Non, mais ça, c'est évident, hein, c'est évidemment, ouais. Et je fais une petite parenthèse aussi quand même sur l'exposition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'exposition. C'est une technique phare par rapport au TOC. Mais l'exposition, elle est facile à comprendre. Alors la mise en œuvre, elle est plus complexe. Et de la Mm, faire réellement, on va dire, prendre, on va dire presque l'habitude de la faire, euh, pour moi, sincèrement, c'est de l'ordre de, pas, pas forcément du quasi impossible, mais en tout cas, de la faire comme elle est décrite dans les livres, mm. euh, de s'exposer 15 minutes ou 20 minutes par jour, et il faut le faire pendant 15 jours, 3 semaines, euh, en fait, c'est hyper complexe. C'est un truc déjà, on a du mal dans la vie de tous les jours de réussir à se mettre au sport et d'y aller 2 fois par semaine, alors que c'est un truc qui nous saoule au départ. Enfin, tu vois. Et là, on nous demande de faire tous les jours un truc qui est désagréable. Et Et en ça, plus, en oui, soi. c'est ça, c'est clair. Et tiens, Mm. j'avais une question par rapport à ça. Toi, tu t'es exposé pendant 21 jours ou un mois, pendant 20 minutes, 25 minutes devant un truc qui te faisait peur? Non, non. Donc, tu vois, et pourtant, aujourd'hui, tu es libéré. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de Mm. ça. Ah non, Euh, bien sûr, mais quand je dis, en fait, c'est exactement ce que tu dis quand je parlais d'autonomie et bien sûr, c'est aussi que finalement, la personne, euh, tu vois, en lien avec le thérapeute, reprenne son pouvoir, tu vois, reprenne des clés, parce qu'elle a un pouvoir, en fait, tu vois, et c'est ce pouvoir-là que le thérapeute, il lui permet aussi de libérer petit à petit, tu vois. mm, Et c'est vraiment,
Voilà, ouais, Ouais, parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses, hein, des croyances, par exemple, c'est pas possible que je puisse m'en libérer seul, tout à ou fait. la peur de, bah, en fait, si je travaille sur mon TOC tout seul chez moi, ça va le raviver, je vais faire une crise et ça va pas aller. Donc, Mm, il y a plein de petits tips, on va dire, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques podcasts là-dessus, qui permettent d'y aller progressivement et de la construire, en fait. Voilà, l'autonomisation, c'est une chose qui se construit, tout à fait. clairement. Exactement. Euh, Je parlais de l'intuition. Ouais, vas-y. Ouais, du coup, il y a l'intuition, on en a déjà parlé un peu avant, mais c'est que finalement, même dans ces périodes de doute et de souffrance, il y avait cette intuition qui m'a quand même permis un peu à avancer dans la nuit avec très peu de lumière, mais j'allais petit à petit, j'aiguisais ma connaissance de ce qui se passait en moi, ma connaissance de moi, et du coup, je me suis dirigé vers les bons thérapeutes. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi, c'est dire aux personnes qui en souffrent, faites-vous confiance si vous vous sentez pas à l'aise ou à votre place avec ce ou cette thérapeute, changez. En fait, il existe plein de sortes de thérapies différentes, plein de thérapeutes différents, et trouvez là où la personne avec qui vous vous sentez en confiance et avec qui vous avez envie d'avancer. Et ça peut des fois prendre un peu de temps, mais voilà, il y avait ça aussi, cette intuition que je trouve importante. Il y a des personnes, alors j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais il y a des personnes qui vont avoir tendance à multiplier les thérapeutes, Oui, alors j'y ai pensé quand je l'ai dit. qui vont faire plein pour être sûr de tomber sur le bon. Et en C'est fait, pas ce que je voulais dire, oui, mais je te laisse parler. ah non, non, c'est pas, Non, non, mais j'ai vas-y, pas dit que c'est ce que tu voulais dire, hein. non, non, mais Mais c'est ça me fait important penser à ça. de revenir là-dessus parce que, en effet, il n'y a pas non plus, en fait, oui, C'est de la réassurance. Et tu vois, moi, je pense que s'il fallait avoir, en réalité, avoir un interlocuteur professionnel de santé, c'est déjà la base, hum, qui permet d'être une forme de filet de sécurité, que ce soit un médecin ou un psychiatre, à qui on peut discuter, échanger, et qui est capable aussi de tirer le signal d'alerte, d'alarme, on va dire, quand je parle de signal d'alarme, c'est voilà, vous allez vraiment pas bien, qui peut orienter vers une médication, qui peut orienter vers un arrêt, qui peut orienter vers une hospitalisation aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en souffrance bien sûr. et là où la souffrance, elle va nécessiter une hospitalisation. Euh, je pense que c'est important et à côté de ça, avoir quelqu'un qui est spécialiste de votre problématique. euh, et qui, en fait, qui sait déjà ce que c'est. Ça serait déjà pas mal C'est clair. pour Puis, ouais, éviter les fausses ouais, pistes et on va dire les écueils que tu as décrits tout à l'heure. tout à fait. Euh, En parlant d'accompagnement, Hum, toi, avec tout ce parcours, tu as eu envie, à ton tour, d'accompagner les autres. oui, Euh, tout à fait. Ici, alors, t'as pas que eu des tocs, il y a d'autres choses, tu as fait d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, tu te destines à accompagner les personnes qui souffrent de tocs ou qui souffrent, d'ailleurs, qui souffrent de quoi, tu dirais? T'accompagnes les personnes qui souffrent? Bah, du coup, de TOC, en effet, mais je me destine aussi à accompagner les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire. Ok, Voilà. Et, globalement aussi les personnes qui sont dans une souffrance, par exemple liée au stress ou qui ont du mal à gérer leurs émotions, à, hum, à, à comprendre comment elles s'expriment. Tu vois, moi j'ai vraiment cette volonté de d'aider les personnes à mieux se connaître d'un point de vue aussi émotionnel en fait. Voilà. ok. Est-ce que tu as eu, c'est quoi ton parcours? Alors, on vient de parler de ton parcours thérapeutique. Ici, on va glisser tout doucement vers ton parcours professionnel. C'est quoi les formations que tu as faites pour pouvoir justement aider ces personnes-là? Donc là, tu parles bien de mon parcours de reconversion. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que je me forme à la sophrologie. Voilà. La sophrologie qui est une méthode qui m'a aussi aidé dans mon parcours de guérison. Et ce que j'aime bien avec la sophrologie, c'est que elle combine à la fois le corps et la tête. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une méthode à laquelle j'avais envie de me former. Oui, c'est ce que tu racontais tout à l'heure quand tu parlais de méthode psychocorporelle.
Tout à fait, ou le fait de t'ouvrir sur le corps. Ok. exactement. Je me suis formé du coup avec toi sur plusieurs méthodes qui sont spécifiques au TOC. Donc je pense à l'EFT, je pense à l'exposition, entre autres. Et j'ai aussi suivi une autre formation qui sont des stages que j'avais effectués pour moi à la base. Hmm. C'est 3 stages sur les peurs psychologiques, sur l'ego et sur les conflits. Et c'est des stages qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement éclairé que j'ai eu envie de me former. Voilà, donc je me suis formé aussi à transmettre ces stages. Et du coup, par ces stages, enfin par l'animation de ces stages, j'ai acquis plein de connaissances qui sont complémentaires aux autres Hmm. formations que j'ai effectuées. Hmm. Tu dirais quoi à quelqu'un parce que la sophrologie, alors moi c'est peut-être une fausse croyance, hein, je sais rien. Mais c'est vrai que la sophrologie, pour moi, c'est quelque chose qui va être plus de l'ordre de la relaxation, de la détente. Euh, Tu dirais quoi pourquoi la sophrologie, elle peut vraiment aider les personnes qui souffrent de TOC? Euh, Enfin, je sais pas si tu arrives à voir Si, où est-ce que si, je veux en c'est très venir. clair. C'est très clair parce que la croyance, que du coup, c'est une croyance Il y a pas que moi qui l'ai, rassure-moi. que tu as, c'est, je pense, celle que 99% des gens ont. La sophrologie, ça va bien au-delà de, c'est vraiment pas de la relaxation ou de la détente. En fait, pourquoi les gens pensent ça, c'est que le sophrologue peut amener les gens vers un état de relaxation ou de détente, mais c'est vraiment pas l'objectif du sophrologue, en fait. L'objectif du sophrologue, ça va être, De contracter les gens. Et tu sais, je tu vois, pense à c'est ça. ça. Tu vois, je pense à ça parce que en hypnose, justement, on pense que l'hypnose, l'état d'hypnose, c'est vraiment un état où on est relâché complètement. Ça peut en Oui, faire partie. Mais il y a des gens qui sont en catalepsie, tu vois, en catalepsie sur 2 chaises, on est capable de mettre des gens sur 2 chaises complètement contractées et ils sont oui. pourtant en état d'hypnose. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Et je me Non, dis voilà. que, je me dis que du coup, la sophrologie et l'hypnose, on souffre, ça souffre. Mais plus la Oui, sophrologie, je pense, de la mauvaise réputation. oui. Mais en fait, c'est vraiment une méthode qui permet aux personnes d'acquérir une vraie conscience. Alors, ce mot peut faire un peu peur, mais pour une vraie attention, peut-être, si je préfère, une vraie attention de ce qui se passe en permanence à l'intérieur d'eux. En fait, le sophrologue, il passe vraiment par le corps. Le psychologue il va passer par la tête, par le psyché. Le sophrologue, sa porte d'entrée, ça va être le corps. Donc, il va d'abord permettre aux personnes de se reconnecter, parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas connectés à leur corps, sont beaucoup connectés à la tête. Donc, de se reconnecter au corps, de se connecter à ce qui est agréable dans leur corps, en fait, de commencer à habiter leur corps. Il va aussi utiliser le mental pour les aider à visualiser. En général, préparer, par exemple, des objectifs, préparer un futur de manière positive. Et en fait, petit à petit, le sophrologue va permettre vraiment à la personne de venir habiter sa tête et son corps euh, comme elles sont au quotidien, en fait, au présent. Et en fait, quand je dis ça, c'est que dans le cas des TOC, il y a souvent une suractivité mentale, donc il y a pas vraiment conscience du corps et pas vraiment conscience des émotions. Et du coup, réinstaurer cet équilibre entre le corps et la tête, pour moi, est vraiment un atout et un outil primordial, tu vois, qui peut vraiment... Et en fait, revenir au présent, le sophrologue, il va aussi vraiment aider la personne à revenir à ce qui est maintenant, ce qui est là, à pas poser de jugement et simplement à traverser. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de comprendre et d'intellectualiser pour aller vivre une émotion, la traverser. Et tu vois, simplement, dans le cadre du talk, déjà se connecter à une émotion, ne pas y poser d'intellect, ne pas poser de mental, mais juste la laisser circuler, en fait, dans le corps, tu vois. C'est déjà une avancée vers la C'est une libération, sacrée tu vois. compétence. C'est quelque chose qui est pas évident à faire. Ah bah oui. C'est un truc qui se développe avec des exercices. C'est clair que quand on dit laisser passer une émotion, ouais, ok, sans y réagir, ok, bah ouais, ok, je peux le faire, mais en fait, très Ah bah vite, oui. on va avoir tendance à, oui, oui, à rementaliser le truc, etc. Mm, Et en fait, c'est une vraie compétence qui se développe. C'est pas un truc comme ça. Et je trouve, tu vois, quand on voit sur les réseaux sociaux, il faut lâcher prise, euh, il faut absolument aussi laisser passer la pensée, et tout ça, ça culpabilise, je trouve, les gens qui se disent, mais mm, mince, j'ai failli dire merde, j'y arrive pas, en fait. Bah ouais, c'est normal de pas y arriver parce que c'est tout ça, ce sont des compétences qui se développent. Et si vous avez un émotionnel qui fait un peu n'importe quoi, bah, cette mm. compétence elle est d'autant plus difficile à mettre en œuvre en réalité.
Donc tout tu à vois, fait. c'est des choses qui se marient très bien. Ouais, complètement. Et moi, elle m'a aidé la sophrologie dans mon parcours de fin de guérison, tu vois, et libération, à vraiment justement lâcher mon mental qui est quand même toujours en activité de base, et vraiment revenir au corps, revenir au corps, revenir au corps, et simplement laisser être ce qui est, et sans poser de jugement, et ça s'apprend en fait. C'est pas magique en fait, hein. Ça s'apprend, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses à rajouter est-ce que tu as par rapport à ton parcours de guérison ou bien même par rapport à ce que tu as appris peut-être en formation? Peut-être plus sur ce que tu as appris en formation? Ouais. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre le fait d'être guéri d'un TOC et le fait de pouvoir accompagner des personnes qui souffrent de TOC. Tout à fait. En fait, moi, il y a une phrase de ton podcast qui m'a marqué, c'était car oui, il est possible d'aller mieux. Ouais. Et en fait, cette phrase, pour Je moi, pense que c'est la phrase que je répète le plus dans le podcast. tu vois, elle m'a aidé parce que moi, ça a été un peu mon mantra de me dire oui, je peux aller mieux, tu vois. Je peux aller mieux. Et ce que j'aimerais dire, en fait, aux personnes qui souffrent de TOC, moi, avec du recul, ça a été vraiment la plus dure, ma plus grosse souffrance, tu vois. Enfin, vraiment, ma plus grosse souffrance, c'était une souffrance silencieuse dont je parlais très peu. J'avais honte d'en parler, donc j'étais tout seul avec ça, malgré tout l'amour de mes proches, mais c'est moi qui n'en parlais pas. Et en fait, ouais, c'est vraiment, ben, tu vois, j'en perds même mes mots. Parce que enfin, quand j'y repense, il y a beaucoup de choses qui se passent encore, mais il est possible d'aller mieux, en fait. Euh, soyez doux, soyez bienveillants avec vous-même, ne vous jugez pas, entourez-vous des bonnes personnes dans votre entourage proche, parce que ça fait du bien. Pour moi, j'ai des amis qui ont été vraiment des piliers dans cette guérison, tu vois. Et allez-y étape par étape, quoi. C'est vraiment, il y a pas de, moi je me rappelle aussi, tu m'avais dit, euh, c'est comme si tu voulais te débarrasser en une semaine de ton toc. Tu vois, il y a quelque chose en moi qui en avait tellement marre que je voulais tout balancer par la fenêtre, hein, mettre un gros coup de pied et je pensais que ça allait se terminer. En fait, je crois que c'est pas ça. Je crois que, tu vois, moi, de ces 10 années de thérapie finalement où j'en suis maintenant, et c'est un chemin la connaissance de soi, c'est un chemin que je continue d'explorer parce que je trouve ça fascinant et, et pour moi, il y a rien de plus plaisant que me sentir bien dans mes baskets en fait et me sentir bien avec les autres. Et du coup, c'est vraiment ça le message, c'est dire, bah, prenez votre temps, allez-y à votre vitesse, mais entourez-vous des bonnes personnes et faites-vous confiance dans ce processus thérapeutique qui peut-être vous paraîtra long. Mais en fait, chaque étape, c'est une étape qui va vous mener vers la connaissance de vous-même. Et, je crois qu'aussi, comme tu le dis très bien, c'est possible d'aller mieux et c'est possible de se guérir de TOC. Et je crois que c'est pas en se disant je veux absolument me guérir du TOC en tout cas moi, que je m'en suis guéri. C'est plutôt en ayant une approche, tu vois, étape par étape. Ouais, vas-y, Euh, je te. Là, j'allais dire, c'est ce que tu viens de dire, là, c'est pas en voulant guérir du TOC que je m'en suis guéri. Tu peux expliquer Oui. un peu ça? Parce que ça, Ben parce qu'en fait, c'est hyper c'est-à-dire, j'avais pas important. pour objectif de me dire je veux en finir avec mon TOC. En fait, j'ai pris vraiment les choses une par une. En fait, chaque étape, c'était un peu comme une petite montagne à gravir, mais je la gravissais et j'avançais comme ça, tu vois. Et c'était une petite graine de semer à chaque fois. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que toutes ces graines, en fait, elles ont germé et elles ont fait, comme tu le dis très bien, il y a un terrain, il y a un nouveau terrain qui est là, qui n'est plus celui Mhm. d'avant, donc les tocs ne peuvent plus pousser. Mais ça, c'est le fruit d'un travail qui a été long, mais qui a été fait étape par étape. Voilà. En fait, pour passer de personnes qui souffrent de TOC à accompagnants, comme tu le fais aujourd'hui, il y a eu un changement d'identité. Il y a un changement, on pourrait dire un changement de casquette, mais il y a aussi un changement d'identité. Et ce que tu
voilà, l'idée de faire autre chose, en fait, travailler sur ces tocs aussi derrière ce que tu racontes. Alors tu me dis hein, si c'est pas ça, Mm, mais travailler sur ces tocs, parfois, c'est faire aussi, en fait, c'est construire cette nouvelle identité. Et construire cette nouvelle identité, c'est pas que faire de l'exposition. Ça peut être non. tout simplement des choses comme se remettre au sport. Ça peut être de changer ses relations. Ça peut être de trouver de nouveaux hobbies. Alors, ça peut sembler bateau, ce que je suis en train de raconter, mais j'en parlais tout à l'heure. Retrouver sa vie d'avant, bah, enfin, alors, j'y crois pas trop. Parce que, en fait, comme tu viens de le dire, quand on traverse une période dans sa vie avec des tocs, Mm, c'est extrêmement difficile. Ça marque, ça laisse une oui, trace. Ça laisse une c'est, trace. c'est clair. Et cette trace, c'est comme une cicatrice. La question, c'est est-ce qu'on cherche vraiment à la cacher absolument et à se dire non, je vais bien, tout va bien exactement comme avant il y a 10 ans? Ou est-ce que je me dis, bah en fait, ça va faire partie de moi et j'ai changé, j'ai évolué et bordel de merde, j'en ai chié pendant 10 ans. Et si en Mm, réalité, ces 10 années, il n'y avait pas que du négatif là-dedans, que je pouvais aujourd'hui en récupérer quelque chose de positif et qu'au final, j'étais devenu une nouvelle version de moi-même améliorée à travers ce que j'ai traversé. tout à fait. Et Tu je vois? suis complètement d'accord avec toi, en fait. Et il s'agit pas d'être en lutte. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au cours de mes formations. En fait, finalement, je suis pas en lutte avec mon passé, je suis pas en lutte avec ce qui m'est arrivé. Mm, Mais finalement, c'est comme s'il était dans un espèce de flow où je surfais sur en fait ce qui était là. Donc, en fait, si je mets mon énergie à lutter contre mes minces, ces tocs qui étaient là, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? En fait, là, j'avance pas en fait. Et mm, par contre, si cette énergie, je la mets quelque part, où en fait, ok, là, mon intention, c'est d'aller mieux, d'être plus en joie, d'être moins en souffrance. En fait, là, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et en fait, du coup, c'est apprendre finalement à accepter ce qui se passe, même si ça peut être très difficile, et petit à petit changer d'identification à ce qui se passe et de vision à ce qui est présent et pour en faire pour en faire quelque chose qui va me permettre d'avancer, quoi. Tu vois? mm. Mm. Bon, en tout cas, c'est chouette. Ton parcours, il est vraiment chouette, même plus que chouette. Ah, il faut que j'arrête avec ce Tu vois, c'est c'est le mot de chouette. la journée. C'est le mot, c'est Chouette. chouette, c'est chouette. Mais chouette, Mais non, c'est bien plus que chouette, je suis d'accord avec toi. c'est sympa, mais c'est plus que sympa, c'est transformateur en fait. Oui, c'est Euh, transformateur. euh, Ici, c'est transformateur. Ça me rappelle l'échange d'SMS qu'on a eu ce matin. Il y a la version avec les GIFs, je sais même pas comment on dit en fait, qu'on s'est envoyé. Ouais. Je pense qu'on peut échanger là-dessus maintenant parce que du coup, on Oui. arrive. Ça fait plus d'une heure qu'on discute. Il doit plus y avoir grand monde qui écoute jusqu'à la fin. Quoique, ça me fait marrer. On s'est échangé, on a rigolé sur justement cette transformation qui a lieu hein, lorsqu'on évolue. Lorsqu'on passe d'un je souffre, c'est l'enfer dans ma vie, je souffre de TOC à j'accompagne des gens. Et on était sur le côté, l'extérieur, il y a comme une mue, un papillon qui mue, c'est le gif que je t'ai Mm. envoyé. Et puis à l'intérieur, il y a transformation en super guerrier. Il y avait quelque chose comme ça de l'ordre. Bon, Ouais. c'était de l'humour bien sûr. Hein. On n'a pas le sentiment d'être surpuissant ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il y a vraiment l'impression de passer d'être une autre personne, un niveau au-dessus d'une certaine manière par rapport à la personne qu'on était avant, une version plus aboutie de soi-même. En fait, c'est ça. Et puis, tu vois, toute cette énergie des tocs, en fait, qui du coup enferme, emprisonne, fatigue beaucoup, amène à beaucoup de souffrance. C'est comme si du coup, une fois que les tocs ne sont plus là, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui se libère, tu vois, avec vraiment un désir de création, une joie de vivre, tu vois, quelque chose qui se libère, en fait. Du coup, ton image, elle m'a beaucoup parlé. Parce que oui, les tocs, en fait, c'est quelque chose qui amène une énergie basse, en fait. C'est de la peur constante, tu vois. On est en train de dépasser à fond le temps qu'on s'était fixé, mais toi, ça s'est passé parce qu'en fait, notamment avec la personne qui a rechuté là, voilà, je l'ai vu cette semaine, donc c'est pour ça aussi que ça me frais dans ma tête. Euh, Elle disait bah, quand est-ce qu'on parle de guérison, quand est-ce qu'on parle et en fait, je pense que quand ça va bien quelques jours, alors parler de guérison, c'est un tout petit peu, Hum, c'est un petit peu rapide. Je suis même pas sûr qu'on parle de guérison en fait
Mm. Tu vois, c'est bizarre comme truc. C'est pas comme une maladie où on a une grippe et puis on n'a plus de température, machin, tout ça, c'est bon. Parce qu'en fait, les tocs, ça peut repartir. Je pense que ce que je lui ai expliqué, c'est que à un moment donné, on pourrait imaginer enfin, cette métaphore-là. Quand on a des tocs, on est dans le brouillard. Mm. Quand on est dans un moment, dans une phase où on va vraiment bien, on sort du brouillard. Et quand on est dans une crise, on va retourner dans ce brouillard. Lui, Mm. ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il s'est dit, punaise de la vache, il est allé en dehors du brouillard et puis il s'est rendu compte, ouais, c'est ça, être en dehors du brouillard? C'est ça la vie que la plupart des gens, des autres vivent, tu vois, c'est Mm. ça. Et lui, il s'est dit, waouh, la vache. Et malheureusement, il a été happé à nouveau par le brouillard. Je pense que la guérison, c'est quand tu passes plus de temps, à un moment donné, tu passes tellement de temps en dehors du Mm. brouillard que ça devient ta normalité. Tout à fait. Et t'as plus le référentiel à te dire, ah oui, c'était comme ça. Tu vois, tu Mm. penses plus forcément à ce que c'était avant. Et c'est Mm. quand on discute avec d'autres personnes, tu dis, ah bah oui, en fait, ouais, bah en fait, ça fait quand même vachement longtemps que j'ai pas eu de crise. Euh, Ouais. voilà. Mais il y a un truc presque qu'on oublie. Tu sais, Oui, je suis comment d'accord ça fait avec avant. toi. Mm. Et moi, ça fait, je me suis surpris à enfin, une thérapeute qui me pose la question, c'était encore cette semaine. Du coup, tu t'as plus de toc et tout. Je dis bah non. Et tu vois, c'est quelque chose. En fait, encore une fois, j'ai pas cherché à me libérer de. J'ai eu toujours l'intention de guérir des tocs, tu vois, guérir ou en tout cas m'en libérer. Mais si tu veux, je me suis pas dit, ok, là c'est terminé. En fait, c'est quelque chose de continu qui s'est mis en place et qui a continué à cheminer, même après, tu vois, mes dernières séances de thérapie. Et oui, je crois, comme tu le dis très bien, c'est quelque chose, le brouillard est loin derrière, en fait. Et petit à petit, ouais, c'est comme s'il était un peu plus loin. Et encore une fois, bah, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais je crois que des fois, il s'agit aussi de désacraliser la guérison. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais dans mes périodes où j'allais mal, je me disais vraiment, mais jamais de la vie, j'arriverai à ce stade-là, tu vois, quand j'entendais des podcasts des personnes qui s'en étaient libérées. Et en fait, il s'agit simplement de voir qu'à un certain stade, il y a plus d'impact émotionnel, les pensées ne sont plus envahissantes et finalement, elles prennent la place qu'elles ont aussi chez des personnes qui souffrent pas de TOC, quoi. Elles viennent, elles passent, elles font leur vie, quoi. Mais il y a plus d'accroche, tu vois. Et pour moi, c'est peut-être ça la libération. Et voilà, en fait, j'ai des pensées, je m'y attarde pas. Euh, elles elles font leur vie, quoi. C'est vrai qu'on aura, franchement, ce serait chouette qu'on puisse refaire pour la suite. Bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Un podcast justement sur la guérison, sur toutes les a Mm. priori par rapport à ça. Bah là, tu viens de raconter un petit peu comment ça se passe pour toi. Ça se passe un tout petit peu différemment pour moi aussi. Euh, c'est quoi ce qu'on met derrière le mot guérison? Et à mon avis, il y a autant de définitions que de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a des définitions qui vont enfermer et d'autres qui vont ouvrir. Voilà, Ça, c'est tout à fait. évident. Mm. Voilà. Bon, bah merci Thomas pour tout ça. Franchement, c'était chouette, c'était chouette, c'était sympa de Ça discuter, déroule. d'échanger avec toi. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Thomas, bah, il va y avoir un lien dans la description. Euh, il suffit de cliquer sur ce lien et vous aurez accès à son agenda. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit pour ceux qui écoutent le soir. Et je vous dis à bientôt.